Deuxième édition de notre nouveau format, les héros de la vente. Nous abordons dans cet épisode la vente dans le secteur public. J'invite Quentin Vignon, directeur général de Coba Civic, pour nous parler de la vente aux collectivités locales. Quentin va nous expliquer comment vendre un service ou un produit sur ce marché. On va notamment aborder le cycle de vente particulier avec les collectivités et les techniques de vente que Quentin a pu tester sur 18 mois. J'espère que cet épisode vous apportera plein de conseils si vous devez évoluer commercialement dans le secteur public. Si vous voulez construire votre propre machine de vente, sachez que j'ai mis en ligne sur le site vive.fr le playbook de vente tiré de l'ensemble des interviews de ce podcast. Et si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'enregistrer avec notre logiciel Vive vos propres rendez-vous par visioconférence pour vous entraîner comme des sportifs de haut niveau sur votre pratique commerciale. Vous avez également la possibilité de faire appel à un coach de vente pour vous faire progresser sur vos points d'amélioration. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Vignon. Quentin, salut. Salut, merci Alexandre pour l'invitation. Ouais, écoute, c'est un plaisir. Alors Quentin, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs avant qu'on commence le sujet du jour? Avec grand plaisir Alexandre, donc je suis Quentin Vignon, j'ai 40 ans, 2 enfants et je suis aujourd'hui le directeur général de Coba Civic. Alors je vais dire un mot sur ce qu'est Coba Civic, puisque c'est pas une entreprise que beaucoup de gens connaissent, je pense, parmi les écouteurs. Coba Civic, c'est une plateforme de services numériques qui est dédiée aux collectivités locales. En gros, les mairies, les communes, partout en France et dans les dom-toms. C'est une plateforme à laquelle on accède simplement avec une connexion Internet. C'est une plateforme de SaaS, comme on dit, et qui est là pour aider nos clients à simplifier la communication numérique avec leurs administrés, mais aussi à l'intérieur de la commune, entre les personnes qui travaillent pour la commune. Alors, par exemple, vous communiquez beaucoup, vous êtes une commune, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vous vous rendez compte que c'est un peu la foire d'empoigne, notamment à cause des problèmes d'anonymat qu'on y trouve. La solution, nous, qu'on peut proposer dans ce cas-là, c'est de proposer à une commune qui aurait cette souffrance d'utiliser une application numérique un peu sur mesure qui va lui permettre de créer un lien de bien meilleure qualité dans les deux sens entre elle, donc la commune, et ses administrés. Ok, merci Quentin. Écoute, grâce à ta présentation, tu m'as un peu tendu la perche pour introduire le sujet du jour. Donc, on a compris que tu vendais ta solution et tes services aux communes et aux collectivités locales. Et c'est notre sujet, c'est comment vendre aux collectivités locales. C'est un sujet qu'on n'a pas du tout traité dans le podcast, où c'est vrai que j'invite beaucoup d'entreprises de la tech et qui vendent en B2B à d'autres entreprises. Donc, c'est toi qui m'as proposé de parler de ce sujet. Pourquoi tu penses que c'est un sujet qu'il faut aborder dans ce podcast? Alors, il faut que je revienne un petit peu en arrière pour répondre à la question. Ça va faire une quinzaine d'années que je travaille maintenant. J'ai essentiellement travaillé dans le B2B, mais avec des clients professionnels du secteur privé, on va dire. J'ai vendu à des chefs dans des cuisines aux États-Unis. J'ai vendu en ligne. J'ai travaillé chez Amazon. Je travaillais sur la marketplace, avec quand même un tropisme donc pour le numérique malgré tout. Et il y a un peu moins de 2 ans, j'ai eu la chance qu'on me propose de prendre ce poste chez Coba Civic pour faire grandir la plateforme, ses services évidemment et sa base d'utilisateurs. Le vrai challenge pour moi, c'était que je ne connaissais pas du tout ou quasi pas mes personas, c'est-à-dire que le type d'utilisateurs au sein des mairies qui sont clientes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de me renseigner sur le sujet. J'ai cherché de la littérature, j'ai cherché à rencontrer du monde qui travaillait sur ce type de cible. J'ai cherché notamment des podcasts et c'est à cette occasion-là, que j'ai fait la découverte de ton podcast, Alexandre, et je pense que j'ai pas loupé un épisode depuis.
Mais je suis toujours un peu resté sur ma faim parce que je ne trouvais pas la personne qui avait travaillé depuis pas mal d'années avec les communes, les collectivités locales que je cible aujourd'hui. Et donc, voilà, maintenant que ça fait quasiment 2 ans que je suis dans le grand bain, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de partager mon expérience depuis 24 mois, dont 12 en période de Covid et ou période électorale, ce qui n'est pas sans influence sur un cycle de vente. J'ai eu envie de partager cette expérience avec les personnes qui écoutent ce podcast, qui sont amoureux de la vente, certainement comme moi, qui travaillent peut-être, qui soient nouveaux dans le métier ou des vieux routiers de la vente auprès des collectivités locales. J'avais envie de partager mon expérience sur tout ce qu'on a pu tester depuis 24 mois chez Coba Civic pour essayer d'avancer plus vite dans la vente auprès des collectivités locales. Voilà pourquoi ça m'a paru important d'être ici aujourd'hui avec toi et vous tous qui nous écouterez. D'accord, bah écoute, merci pour cette explication. C'est vrai que tu m'as expliqué en préparant cet épisode que finalement les collectivités locales, elles ont... moi je te disais, c'est intéressant parce que c'est peut-être un secteur que les auditeurs ne connaissent pas, mais en fait il y a énormément d'entreprises qui vendent aux collectivités locales. Oui, on va en reparler sûrement tout à l'heure, mais si un jour quelqu'un qui nous écoute a l'occasion d'aller au Salon des maires, le plus grand, il a lieu à l'occasion du congrès annuel des maires de France, qui a lieu à Porte de Versailles au mois de novembre, tous les ans. Si un jour vous allez dans ce salon, l'entrée est gratuite, hein, il suffit de se faire passer pour un élu. Vous verrez le nombre et le type d'exposants qui s'y trouvent. Vous allez trouver tous les produits et les services de la terre ou presque. Vous allez trouver des gens qui vont vendre du ciment. Vous allez trouver des gens qui vont vendre des aires de jeu pour les parcs municipaux. Vous allez trouver des gens qui vont vendre des services de téléphonie, etc., etc. Et vous allez évidemment trouver des gens comme Coba Civic qui vont aussi exposer des produits numériques. Donc, vous avez en fait une panoplie immense de tous les types de produits et services auxquels un maire peut être confronté. C'est pas comme un DG ou un directeur financier d'une boîte privée qui va se concentrer sur des produits qui concernent directement l'activité de son entreprise. Le DG d'une boîte, il va pas s'intéresser au type de goudron qu'on doit utiliser pour faire une nouvelle route qui va passer devant ses bureaux. Le maire, il doit s'intéresser à ces sujets-là, puisque c'est lui qui est responsable de la voirie. Il peut y avoir des exceptions, mais en gros, il peut être amené à acheter tout type de produits. Donc c'est assez impressionnant le type de produits et services auxquels un maire peut être confronté, donc on va essayer de lui vendre. Donc si vous en avez l'occasion, à nouveau, essayez d'aller au salon des maires, j'espère qu'il aura lieu en 2021. Passez au stand Coba Civic, évidemment, mais vous verrez, c'est un très très beau salon. Ouais, c'est quand tu m'as expliqué ça, je me suis dit oui, effectivement, quand t'es maire, tu dois gérer énormément de choses. Euh, Est-ce que tu sais combien de communes il y a en France? Alors, il y a à peu près 36 000 communes aujourd'hui en France. Les plus petites, elles vont avoir moins de 50 habitants. Ouais, Les plus grandes, la plus grande, c'est Paris. Mais si tu veux, une boîte comme la nôtre, elle va se concentrer sur les communes de 2 000 à 15 000 habitants, ce qui représente à peu près 2 tiers des communes françaises. d'accord, ok. Bah écoute, donc c'est intéressant de savoir que quand tu crées ou tu lances un service ou un produit pour les communes, tu t'adresses à un marché, voilà, maximum de 36 000 personnes à contacter en fait. Alors, il y a effectivement 36 000 communes. Est-ce qu'il y a 36 000 clients potentiels? Oui et non, ça dépend un peu comment tu le vois, parce qu'il y a des communes qui se rassemblent dans ce qui s'appelle des communautés de communes. Il y a des agglomérations auxquelles tu peux vendre également. Mais effectivement, il y a moins de communes en France ou de cibles potentielles pour des gens comme nous que si on vendait un logiciel pardon, de paye, c'est sûr. Ouais. Bon, bah très bien. Écoute, l'idée de cet épisode, c'est que tu nous donnes un peu un retour d'expérience sur ce que tu as fait avec ce marché-là et que tu nous donnes aussi des conseils. Comme ça, les auditeurs qui travaillent dans ce marché-là vont pouvoir en retirer quelque chose.
Moi, j'imagine si jamais je suis embauché, par exemple, par ta société, la première chose que je me dis en tant que commercial, c'est je pense que le cycle de vente va pas être rapide. Est-ce que c'est ça ou comment est la réalité du cycle de vente avec les collectivités? Alors, même s'il faut jamais avoir d'a priori, sur ce coup-là, sur ce coup-là, tu as probablement raison, Alexandre. Même si je pourrais parler de cas où les choses on peut aller très vite. Le cycle de vente dans une collectivité, il est relativement long. Est-ce qu'il est plus long que dans une boîte du CAC 40? Je pense pas, parce que si demain, à nouveau, je vais essayer de vendre un produit chez Accor, je ne pense pas que ça puisse se faire en un claquement de doigts. En revanche, il y a une réalité qui a été très très nouvelle pour moi quand j'ai débarqué dans ce domaine, c'est de se dire que dans une mairie, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas d'argent en fait, tout simplement. Tu ne peux pas aller voir un prescripteur, un bêta-testeur dans une commune, quelqu'un que tu as bien ciblé, et lui dire, bah écoute, prends cet outil, fais une période d'essai de quelques mois, tu rentres ta carte bleue, et puis on verra, je te rappelle, dans un mois, tu auras testé, et on voit si on fait affaire ou pas. Il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas d'argent. Donc, le cycle de vente, il passe par des phases très, très claires qui font intervenir différentes catégories d'intervenants. Pour comprendre qui sont ces intervenants, il faut comprendre comment une commune ou une mairie est organisée. Quelle que soit la taille d'une commune, tu vas avoir un maire. Ça, c'est la figure que tout le monde reconnaît, qui, on a de la chance, est extrêmement respectée et reconnue en France. Et c'est vrai que le maire et son équipe municipale, ils font un super boulot. Et il faut absolument reconnaître la qualité de l'engagement citoyen qu'ils peuvent avoir en acceptant de se présenter face au suffrage universel. Mais il y a le maire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de la commune, qui décide de tout. C'est lui qui va signer dans 90% des cas. Tu vas peut-être jamais lui parler, mais c'est lui qui, in fine, va signer ton bon de commande. Donc, faut jamais le... Oui. Est-ce que le maire, c'est à chaque fois le décideur dans tes cycles de vente? Ou parfois tu as d'autres personnes qui peuvent décider, ou c'est vraiment toujours le maire et qui a la décision finale? Il a la signature finale, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de vie ou de mort, je pense, sur tout projet qui concerne sa commune, puisque c'est quand même son image également qui est projetée sur toutes décisions qui sont prises. En revanche, il peut y avoir des élus qui ont des délégations de pouvoir, qui ont le droit de signer en fonction des montants du marché. Sont souvent les premiers adjoints au maire, mais il y en a pas beaucoup. Ça va beaucoup dépendre également de la taille de la commune. À Paris, c'est pas Madame Hidalgo qui signe tous les bons de commande. Ça, on l'imagine bien. En revanche, plus le projet est important, plus il y a de chances que le maire soit impliqué et, in fine, ait son mot à dire, ou en tout cas appose sa signature sur le bon de commande que tu vas recevoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'organisation des mairies évolue pas mal en fonction de la taille des communes, mais il y a des points communs à peu près partout. Il y a le maire, il y a en dessous de lui ou à côté de lui un conseil municipal. Alors un conseil municipal, il est composé d'élus, de la majorité municipale et de l'opposition. Alors, l'opposition, la plupart du temps, elle est extrêmement constructive. C'est plus une opposition de non qu'autre chose. Mais il ne faut pas oublier, si demain tu as l'occasion d'aller pitcher, d'aller faire ta présentation devant un conseil municipal, que tu peux te retrouver face à des gens qui, par principe, vont s'opposer à tout projet, parce qu'ils sont un petit peu dans cette guerre d'opposition, à tout projet présenté. Donc, il faut être prêt. On est loin d'avoir un auditoire acquis, même si on pense avoir ces champions dans la salle. Ça me rappelle un épisode des Héros de la Vente sur cette société qui veut révolutionner le fonctionnement d'un syndic d'immeubles. Matera, ouais. Voilà, tu pitches parfois devant une audience qui n'est pas forcément favorable. À qui à ta cause. Voilà, exactement. Après, comme par définition, elle est dans l'opposition, elle a en principe pas un nombre de votes suffisant pour pouvoir faire échouer le projet. Mais quand même, il faut être prêt. Ensuite, sur le process, sur l'organisation d'une mairie, tu peux avoir aussi en dessous du conseil municipal, des salariés de la mairie
qui vont, par exemple, je vais parler de ce que je connais, être en charge des questions numériques ou des questions de communication et qui vont travailler les dossiers, en fait, s'occuper du sourcing, récupérer les devis, élaborer un cahier des charges avec plus ou moins d'aide de la part du conseil municipal. Et ces gens-là, en fait, sont souvent ta première porte d'entrée. Elles vont ensuite, ces personnes, aller présenter des projets aux personnes du conseil municipal qui sont souvent organisées par commission. Dans mon cas, la commission communication. Il peut aussi y avoir une commission petite enfance, culture, etc. Et ces commissions, elles vont se réunir une fois par mois pour discuter des projets que tu vas leur présenter. Et une fois que ton projet passe au sein de la commission, rien n'est acquis encore, hein. Il s'est passé déjà, on va dire, 1 ou 2 mois entre ta première prise de contact et une première soumission à une commission. Et si ta proposition les intéresse, elle va la proposer à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Le conseil municipal, il a lieu également tous les mois. Donc, tu peux reprendre encore un mois de délai sans qu'il ne se passe rien. Et c'est normal, c'est juste qu'on attend le prochain conseil municipal. Et pendant le conseil municipal, eh bien, les commissions vont proposer leur projet et il va y avoir un vote. Et ça n'est qu'à l'issue du vote du conseil municipal que ta proposition va être acceptée ou rejetée. D'accord. Et tu me disais en off, en fait, que même si tu as un produit qui coûte peu, le cycle de vente peut quand même prendre des mois, c'est ça? Oui, faut en avoir conscience. Chez Coba Civic, on vend des abonnements à notre solution SaaS qui vont coûter quelques centaines d'euros par an, donc qui sont absolument pas coûteux ou qui ont vraiment un impact fort sur le budget d'une commune. Mais ça ne veut pas dire que les élus, le conseil municipal va accélérer le cycle de vente pour toi, sauf urgence. On a bien vu l'année dernière, pendant le Covid, quand il a fallu trouver du budget pour acheter des masques, évidemment, c'était une question de survie de santé publique. Il y a des budgets d'urgence qui ont pu être libérés pour acheter des masques. Et heureusement, tu me diras. Mais vous avez aussi des projets à 1 000 euros par an qui vont mettre plusieurs mois à être validés. Et c'est normal, c'est pas grave. Il faut juste en avoir conscience. C'est pas le montant de la ligne budgétaire qui va forcément avoir le plus d'impact sur la prise de décision. Je fais quand même une parenthèse importante, même si elle ne nous concerne pas nous directement chez Coba Civic. Il y a une loi en France qui encadre évidemment l'engagement de dépenses au sein des collectivités locales. Il faut savoir que pour tout projet de plus de 40 000 euros, la commune ou la collectivité doit systématiquement passer par un appel d'offres. On en parlera tout à l'heure des appels d'offres, mais l'appel d'offres, voilà, c'est beaucoup plus formel. Le cycle de vente va être rallongé parce que il y aura une préparation, une rédaction du document qui peut prendre énormément de temps. Il y a des sociétés qui existent dans notre monde qui sont spécialisées dans l'aide à la rédaction d'appels d'offres pour les collectivités locales. Mais ça fait partie du jeu. On a aussi des collectivités qui nous ont envoyé des appels d'offres pour des projets à moins de 1 000 euros par an. C'est leur façon de faire et c'est normal, on le respecte tout à fait. Il faut vraiment comprendre que voilà, l'engagement de la dépense publique, c'est l'argent des citoyens, c'est l'argent de tes impôts, des miens. Donc on peut tout à fait comprendre qu'il y ait dans certains cas des précautions importantes qui soient prises pour que certains problèmes qu'on a peut-être eu par le passé se répètent pas. Et ça fait partie des règles. D'accord. Ben écoute, on comprend bien effectivement donc le cycle de vente avec les collectivités va être, on peut dire complexe parce que tu as un décideur qui va être le maire, tu as des commissions qui vont voter sur ta solution, tu vas avoir la notion d'opposition qui par principe va quand même creuser, poser des questions, s'opposer à ce que tu proposes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces 18 derniers mois, quelles sont les techniques de vente que tu as testées? Qu'est-ce qui marche sur ce secteur? Qu'est-ce qui ne marche pas vraiment? En tout cas, ce qui n'a pas marché avec vous. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout ça?
Oui, alors on n'a pas chômé là pendant 18 mois on en a testé un paquet, donc je vais essayer de les lister sans forcément rentrer trop dans le détail. Si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut creuser un point, j'en reparlerai avec lui ou elle avec grand plaisir évidemment. Tu as mes coordonnées, tu les passeras. On a testé beaucoup de choses effectivement, et avant de les lister, je voudrais revenir sur un point qu'il faut bien comprendre quand on travaille avec les collectivités locales. C'est plus valable pour les moyennes et les petites collectivités locales. Quand je dis moyennes et petites, je parle de population, mais c'est toutes celles qu'on vise nous, donc moins de 15 000 habitants. Il faut comprendre que dans ces communes, il y a des personnes qui travaillent à plein temps, qui sont salariées, mais il y a un conseil municipal qui, bien souvent, n'est pas professionnel de la politique. C'est-à-dire qui siège au conseil municipal, mais qui a une activité professionnelle par ailleurs, qui est peut-être retraité. Je crois que l'âge moyen d'un maire en France, c'est quand même plus de 65 ans. Et donc, ce sont des gens qui sont vraiment des citoyens engagés, qui font ça pas gratuitement, mais qui ont un dédommagement financier, mais qui ne couvrent certainement pas le nombre d'heures qu'ils consacrent chaque semaine à leur commune. Mais néanmoins, ce sont des gens qui ont, entre guillemets, une vie à côté de la mairie, ou en tout cas en dehors de la mairie. Il y a énormément de gens avec qui je travaille qui n'ont pas d'adresse professionnelle à la mairie. Donc c'est une première difficulté pour les joindre. Il y a énormément avec qui on travaille, de personnes avec qui on travaille ou on essaie de travailler, qui ne sont jamais en mairie. Pourquoi ? Parce que, comme toi, Alexandre, il pourrait être entrepreneur et être élu sur une liste municipale locale qui a vraiment voulu s'engager pour faire bouger la vie locale. Mais bon, voilà, Alexandre, toi, tu as ta boîte, tu l'as fait vivre, tu travailles 60 heures par semaine ou 80 heures par semaine pour ta boîte, mais en plus, tu es élu local d'une commune qui a peut-être, 10 000 habitants. Et donc, tu vas être en mairie peut-être une fois par mois ou une fois tous les 15 jours pour récupérer des dossiers pour une réunion du conseil municipal. Donc, si tu veux, c'est extrêmement compliqué que moi, Quentin Vignon, je puisse t'appeler si j'ai pas ton portable. C'est la probabilité que j'appelle en mairie, que tu sois là, elle est quasiment nulle. Parce qu'en plus, quand tu es à la mairie, tu y es tard le soir ou le week-end. Et j'ai pas forcément, moi, la possibilité d'avoir une équipe commerciale qui puisse t'appeler à 20h en semaine ou un samedi matin. Ouais. Donc ça, c'est Est-ce quand que même... je me pose une question peut-être bête, mais moi je prospecte, j'utilise beaucoup LinkedIn pour prospecter. Oui. Est-ce que LinkedIn pour vous c'est un canal de prospection ou pas du tout du fait de ce que tu viens de nous dire? Alors, LinkedIn, c'est un canal de prospection. Pour savoir si LinkedIn peut être un canal intéressant, moi j'ai fait un truc assez simple. J'étais sur LinkedIn, j'ai tapé maire et j'ai regardé combien il y avait de maire et France, et j'ai regardé combien il y a de résultats qui sortaient. De mémoire, il y en avait à peu près 8000, donc je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire sur LinkedIn quand même. Il y a beaucoup d'élus qui sont présents sur LinkedIn, des élus de grandes ou de petites villes, ça c'est vrai. Alors 8000, je pense que j'ai pas fait la comparaison, mais c'est peut-être moins que si je tapais DRH aussi en France. Faut aussi comparer les chiffres. Mais clairement, LinkedIn, c'est un canal qu'on utilise et qui marche bien. En revanche, l'autre côté un peu frustrant, c'est que tu as énormément de personnes qui sont élues, mais qui ne le déclarent pas forcément sur LinkedIn, puisqu'on parle de LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un boulot à côté, donc elles ne pensent pas forcément à mettre à jour leur fiche LinkedIn en disant qu'elles sont conseillers ou conseillères municipales en charge de la communication pour la commune X. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie que leur vie privée ou leur vie locale de citoyens engagés soit mixée avec leur vie professionnelle. Ce que je peux comprendre, j'ai un cousin qui travaille pour une grande banque en ligne en France. Il est maire d'une commune pas très loin de là où je me trouve. Et sur son profil, c'est absolument pas marqué qu'il est maire de commune. Et cette personne, jamais tu pourras la trouver sur LinkedIn, alors qu'elle a un profil LinkedIn et qu'elle est active sur LinkedIn. Donc ça, c'est une difficulté. C'est une grande différence, je trouve, par rapport à la prospection B2B classique
qu'on voit et qui a l'air de décrire LinkedIn comme étant la voie lactée ou la voie Ouais. garantie vers le succès, si tu veux. Ouais, donc ça te demande à toi et tes équipes d'être assez créatifs dans la prospection et pour aborder justement les élus que tu peux pas trouver avec une simple recherche sur LinkedIn Sales Navigator. Ouais. Donc comment tu as opéré, qu'est-ce que tu as utilisé comme canaux de prospection du coup? Alors, je vais commencer par les plus classiques qui étaient déjà là quand je suis arrivé, donc et qui ont l'air d'être en place un peu partout quand je regarde comment font nos chers confrères. On a commencé par avoir une équipe d'account exécutive semi-sédentaire, basée ici à Paris et qui était responsable de région et avait une liste de prospection, un excellent outil de CRM et qui prospectait en écrivant à des communes et en organisant des rendez-vous en visioconférence et ensuite en allant se déplacer de temps en temps pour faire des tournées locales en mairie lorsqu'ils avaient réuni suffisamment de rendez-vous. Donc ça a marché pendant un certain temps. Grosse problématique ici, j'en ai déjà parlé, c'est hyper compliqué d'arriver à joindre quelqu'un en mairie puisque les élus n'y sont souvent pas. Il ne faut pas oublier que les élus locaux sont quand même souvent des élus de terrain. Donc, par définition, ils ne sont pas en mairie derrière un bureau, ils sont sur le terrain. Et c'est tant mieux. Autre difficulté, quand vous essayez de joindre ces élus-là, vous n'avez aucun problème, pour les identifier. Alors ça, c'est une grande chance. J'aurais dû en parler tout à l'heure. Tu vas sur le site de n'importe quelle commune de France, tu as l'organigramme, tu sais qui fait quoi à peu près, tu sais qui est le maire, tu sais qui est adjoint, et si tout se passe bien, tu sais qui est responsable de quoi. Donc c'est assez facile de savoir qui fait quoi dans une mairie. La question, D'accord. c'est d'arriver à viser au bon endroit. Ouais, donc tu les as pas forcément tous sur LinkedIn, mais par contre, effectivement, Ils sont, en donc allant tu sur peux le site, croiser, voilà, ouais, tu peux croiser les infos que tu vas trouver sur le site d'une commune avec ce que tu as sur LinkedIn. Ensuite, il faut arriver à contacter la bonne personne avec la bonne adresse mail. Et là, ça se corse un petit peu. Il faut savoir que d'un point de vue numérique, les communes de France ne sont obligées qu'à une seule chose, c'est d'avoir une adresse mail générique. Donc, par exemple, à mairie.abcd@wanadoo.fr. C'est la seule obligation légale. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, il y a 17 000 communes en France, sur les 36 000 dont on a parlé, qui n'ont pas de site internet propre. Donc d'accord. ça paraît surprenant. Tu te dis que qui sont les boîtes aujourd'hui qui n'ont pas de site internet quand n'importe quel petit resto a une présence en ligne? Les mairies, c'est pas forcément le cas et c'est Donc pas grave. tu as un marché pour créer des sites internet pour ces communes. On en fait justement, c'est le produit qu'on vend le plus justement, mais il y en a encore 17 000 à convaincre et Ouais. c'est ça qui nous donne beaucoup d'espoir. Donc comment est-ce que je fais pour les approcher ces gens-là? Donc j'ai dit que j'avais des accounts exécutives qui prenaient du rendez-vous, qui allaient en rendez-vous, qui faisaient leurs démos. En local, le seul problème, c'est que tu te rends bien compte que c'est difficilement rentable quand tu vends des solutions au prix auquel on les vend, d'envoyer des gens sur le terrain depuis Paris et pour faire, on va dire, au mieux 3-4 rendez-vous de démo en présentiel dans les mairies. Ouais. Donc on a Vos essayé. paniers moyens, tu peux nous donner un peu vos paniers moyens? Ouais, ils vont tourner entre 750 et 1000 euros hors taxes par an. D'accord. C'est Oui, des donc c'est des abonnements petits paniers, ouais. pluriannuels. Voilà, c'est du SaaS. Ouais. C'est assez classique là-dessus. Donc c'est assez compliqué de se déplacer, de justifier un déplacement parce que quand tu te déplaces, il faut être quasi sûr de signer derrière, tu vois. Et la signature, tu ne repartiras jamais d'un rendez-vous avec le bon de commande. Ça n'est jamais arrivé. Ça passe toujours à un moment donné par un vote du conseil municipal et t'es pas forcément présent lors du vote. Donc il se passe toujours un petit peu de temps. Donc on a voulu réorienter un peu les choses en faisant plusieurs choses.
on a d'abord cherché à spécialiser les équipes commerciales. Donc, on a embauché des SDR, donc des personnes qui quotidiennement sont là pour appeler des mairies, qualifier, trouver les bons interlocuteurs et organiser des rendez-vous. Ça, à nouveau, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple d'identifier qui fait quoi, mais c'est extrêmement compliqué de planifier des rendez-vous puisque tes interlocuteurs ne sont jamais en mairie. Et tu peux envoyer tous les mails avec des Calendly que tu veux. Rien ne vaut le fait d'avoir ton interlocuteur en direct pour dire, écoutez, puisqu'on s'est au téléphone, est-ce que vous êtes demain disponible tel jour à telle heure, et on synchronise nos agendas. Ça, malheureusement, ça n'a pas été efficace, je trouve, avec un peu de recul, de passer par des SDR. Mais c'est D'accord, pas grave. donc tu nous dis que le SDR qui va se démener à appeler les gens ou à leur envoyer des mails, ça marche pas forcément, c'est ça? En termes de signature, non. Tu vas avoir, en termes de vélocité, de rapidité, moi, j'ai pas été convaincu par ce système-là, dans notre cas. D'accord. Ok. Intéressant. Enfin, Donc je regarde mes chiffres, hein, mais si quelqu'un a réussi à craquer le système là-dessus, je serais ravi de lui parler. Mais pour moi, je trouve que ça a été beaucoup trop long et pas assez rentable de le faire. D'accord. Donc tu as d'autres canaux qui sont plus efficaces que d'avoir quelqu'un chargé Oui, de phoner ou de mailer les mairies. oui, le premier, je vais reparler d'un autre canal, plus classique, pardon, avant de venir sur ceux qui ont vraiment le plus marché. Ouais, Mais je vais essayer d'aller d'accord. vite. On a aussi, donc moi, à mon arrivée, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on ait des gens qui soient sur le terrain, qui ait un réseau local, puisqu'on parle quand même de collectivités locales. Les élus, ils sont très attachés au contact physique, ils sont sur le terrain, ils connaissent leurs administrés, en tout cas, ils essayent d'être proches d'eux. Je me suis dit, essayons d'avoir des gens sur le terrain qui vont aller ratisser dans les communes, qui vont ratisser les conseils municipaux, qui vont connaître tous les élus par leur prénom pour essayer d'accélérer un peu le process. Donc en janvier 2020, on se met à la recherche de 7 commerciaux terrain qui puissent rejoindre l'équipe. On arrive au bout de 3 mois à en recruter 3 avec des profils hyper intéressants qui avaient l'expérience de la vente auprès de collectivités locales. Pas dans le SaaS, mais c'est pas grave. Hein. Ce qu'on cherchait, nous, c'était des profils. Et 3 jours après leur arrivée, crac, confinement. Donc, plus du tout de prospection locale possible. Mais c'est pas grave, on fait tout l'onboarding à distance. Tout se passe bien. Ils commencent à faire leur prospection, mais par téléphone. Ça avance bien. Aujourd'hui, avec 9 mois de recul, ça n'a pas accéléré le process de prise de décision, si tu veux. C'était un peu ça notre objectif. C'était de se dire, en ayant des gens sur le terrain, on va arriver à aller plus vite. C'est pas la conclusion que j'en tire. D'accord. Et normalement, en dehors du Covid, ces gens-là auraient fait du porte-à-porte, c'est ça? Se présenter en mairie. Exactement. Ouais. Ils auraient fait ce travail ultra local de laisser des prospectus parce que dans notre clientèle cible, chez notre clientèle cible, pardon, il y a encore cette culture du papier et qui est très intéressante parce que on sait qu'on nous demande systématiquement un catalogue, si tu veux. Et pour en avoir parlé avec plein d'élus, ça leur arrive, quand je leur demande comment est-ce qu'ils se sourcent, ils n'ont pas forcément le premier réflexe d'aller sur Google. Ils vont regarder la pile de prospectus que la secrétaire de mairie a pu organiser pour eux sur tel ou tel sujet. Et ils piochent dedans. D'accord. Donc Donc ne ça pas peut être un négliger le papier. canal. Ouais. Voilà, ça peut être une manière de prospecter, c'est finalement d'envoyer des prospectus. Exactement. Ensuite, il y a assez peu de, faut pas oublier qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée où il y a peu de barrières à l'entrée dans une collectivité locale. Il y a une culture et une obligation de service public. Donc, quand tu appelles une mairie, elle a en théorie l'obligation de te répondre.
à ne pas négliger non plus. Donc, un courrier papier, un email doit être traité. Il va peut-être pas être traité dans la seconde, hein, mais faut pas l'obliger. Il y a cette culture du service auprès des administrés et par ricochet auprès des personnes qui vont solliciter la mairie. Ça, c'est une force pour le coup pour les gens comme nous. Donc, je vais aussi parler, donc, pour avancer quand même, on a testé pas mal de choses plus digitales. Et avant ça, un dernier point sur le physique, le Salon des maires dont on a parlé tout à l'heure. Le Salon des maires, c'est la grand-messe annuelle de tous les élus de France. C'est le seul moment de l'année où ils se font chouchouter, cajoler. Et ils le méritent vraiment parce qu'ils ont un travail très compliqué tout au long de l'année sur le terrain. Les élus et les maires ont à nouveau chapeau pour tout ce que vous faites au quotidien. Et pendant le Salon des maires, ce sont des dizaines de milliers d'élus qui viennent de France, des dom-toms, et qui vont faire le tour de tous les fournisseurs dont ils vont potentiellement avoir besoin pendant l'année. Donc c'est hyper, hyper important pour des gens comme nous d'y être. Est-ce que c'est cher? Oui. C'est sur une semaine, 3 jours Ça dure 3 jours et demi. D'accord, ouais. Donc il faut être en forme pendant ces 3 jours c'est et ne épuisant. pas louper les... Ouais. C'est épuisant, mais il y a l'adrénaline des salons, que tous ceux qui font des salons connaissent, qui est génial. Il y a du monde tout le temps, même la dernière journée, il y a du monde, et il y a un flux incroyable d'élus qui sont là. En principe, c'est réservé aux élus, hein. Donc toute personne qui vient est potentiellement un client, hein. Ça c'est quand même génial. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer ses collègues, de voir ce que fait la concurrence. Voilà, c'est un moment génial dans l'année qui malheureusement n'a pas eu lieu en 2020. J'espère vraiment qu'on aura une belle édition en 2021. Et pourquoi là, tu nous as dit... ouais. Vas-y, je t'en prie. Tu nous as dit finalement, donc prospection avec un SDR, c'était pas, t'as pas eu les résultats escomptés. Les commerciaux terrain, pareil, ça n'a pas accéléré votre cycle de vente. Par contre, le salon ou la prospection par lettre, par courrier, ça fonctionne bien. Oui. Je me demandais un salon comme ça, donc c'est 3 jours dans l'année, donc c'est vraiment pas énorme. Est-ce que il n'y a pas un moyen de craquer ça en organisant par exemple des salons régionaux par exemple, où tu invites les maires d'une région et vous organisez un salon avec plusieurs sociétés pas forcément concurrentes mais complémentaires. Ça, c'est pas quelque chose envisageable? Vous y avez pensé déjà? On a fait des salons régionaux qui sont souvent organisés par l'association départementale ou régionale des maires. Ouais. Ça a été moins efficace pour nous parce qu'on avait assez peu de temps finalement à passer avec les élus. Ils étaient très souvent en réunion auxquelles on n'était pas conviés. Donc on est un peu resté sur notre faim. On s'est dit que s'il y avait un endroit où il fallait être, c'était le salon des maires. Et c'est vrai que ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour être présent sur ce salon. Donc c'est un vrai investissement, mais voilà, ça te crédibilise aux yeux de milliers de visiteurs qui vont être assez peu attentifs aux mails, à tout ce que tu veux faire, aux réseaux sociaux. Mais en revanche, ils repartent du salon des maires avec une pile de prospectus gigantesques. Et à toi derrière de faire le suivi qui va bien. D'accord. Ça pourrait être un sujet de podcast que j'avais envie de faire, mais bon, le Covid est passé par là, mais c'est comment optimiser ses ventes dans un salon. Parce que là aussi, tu as des techniques pour vendre dans un salon qui vont être particulières et spécifiques. Ouais. Toi, tu as des choses sur le salon que tu as testé qui marchent bien? J'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai une petite... la meilleure façon que je connaisse de rentabiliser un salon, c'est de ne pas être sur le salon, mais en dehors du salon. D'organiser ton salon de telle sorte que tu puisses avoir des rendez-vous pris à l'avance, et ça c'est tout à fait faisable, dans un lieu à côté du salon. Tu loues un appartement plutôt haut de gamme, bien organisé, à côté du salon, à 500 mètres, à moins de 500 mètres à pied. Tu fais tous tes rendez-vous prévus à l'avance dans ton appartement. Ça se trouve sur Airbnb, ça va te coûter une fraction de ce que ça te coûte d'être sur le salon. Et tu as des rendez-vous 1000 fois plus quali
que si tu es sur le salon. Ouais, donc en fait, tu fais une grosse prospection avant le salon pour Ouais, proposer des rendez-vous à côté du salon. ouais. Comme ça, tu es pas dans le brouhaha et l'intensité du salon, tu es au calme et tu peux faire un rendez-vous très ok, très, très bonne pratique. Et ça a très bien marché pour moi dans d'autres métiers, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec des collectivités. Ok. Donc, je reviens sur tout ce qu'on a pu essayer. Donc, Ouais, sur la partie, les parties grosses nouveautés de 2020, nous, on a pris le parti de faire un pivot l'été dernier. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à accélérer la génération de leads, la génération de business avec notre cible qui n'a pas l'habitude, parce qu'elle est prise dans des process de décision assez longs, d'aller au rythme auquel on voudrait. Donc, on a fait un gros pivot, on a pris notre produit notre best-seller. C'est un produit qui permet à une commune de créer son site internet de façon très simple, sans code, sans aucune connaissance en informatique, et de se créer un site sur mesure hyper bien fait. Et on s'est dit, ok, ce produit-là, notre best-seller, on va le passer en mode freemium. Alors freemium, je rappelle, ça veut dire que tu crées une version gratuite et très complète de ton service, et derrière, tu y attaches des options qui sont activables ou pas par les utilisateurs. Et ça a cartonné. On a pu augmenter de 50% en 2 mois notre base de communes utilisatrices de la plateforme Koba Civic. Alors que, d'accord. Donc, et ça a été un petit moment d'épiphanie, si tu veux, de ouais. voir qu'on pouvait contourner l'absence de carte bleue. On ne contourne pas tous les problèmes, mais voilà, en passant en mode freemium. Alors on l'a pas appelé freemium parce que il faut pas utiliser des mots, il vaut mieux utiliser des mots plus français que ça quand tu travailles avec des collectivités locales. Mais peu importe, le concept a été bien compris et on a pu faire tester. Et ensuite, à nous de fidéliser évidemment et de travailler sur de l'upsell. On a pu, comme ça, faire plus de 50% sur notre base d'utilisateurs en 2 mois, qui plus est dans une période assez calme, puisque la période estivale en 2020. Donc d'accord. Donc autant vendre un produit qui coûte peu, mais qui coûte quand même, ça va être un cycle de vente quand même très long avec les collectivités locales. Autant le freemium, tu t'es aperçu que bah là, il y avait ça pouvait marcher. Ouais. Après, la difficulté du freemium, c'est toujours la même. Hein. C'est une fois que les gens, ok, ont acquis ton produit, comment tu les pousses à passer en mode payant. Bah, c'est là que tes équipes de commerciaux deviennent des spécialistes de l'inbound sales et on n'a plus quasiment que du succès client qui D'accord. vont aller travailler, qui va aller travailler sur cette cible-là. Mais D'accord. je pense que tu as fait le plus dur quand tu les as sur ta base d'utilisateurs. Euh, Oui. Tout le temps Tu, qu'ils passent tu sur peux ton les, outil, ils vont pas le passer ailleurs, déjà. Ouais, tu peux les appeler effectivement en disant voilà, je suis le responsable de l'outil que vous utilisez, enfin du site web que vous avez. L'interlocuteur en face est content parce que tu lui as apporté un service qui est en plus gratuit. Et c'est là où tu peux commencer à discuter d'autres services qui, eux, par contre, vont être payés. En fait, c'est une manière de mettre le pied dans la porte. Mhm. Exactement. Ok. Ça a été un gros succès sur l'année 2020. Alors, on s'est pas arrêté là. On a l'année dernière lancé un nouveau service, comme j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, qui est une application mobile qui s'appelle Mon App Citoyen et qui te permet d'envoyer un signalement à ta commune où que tu sois. Ça arrive directement à la mairie et la mairie peut répondre au signalement après l'avoir traité. Elle peut aussi te communiquer des informations en direct sur ton smartphone. Ouais, Euh, ça, c'est top. Je crois que je suis à Toulouse, je crois qu'ils ont ça également. C'est Ouais, vraiment important. les grandes villes en France ont ça. Un des services les plus connus, enfin chaque grande ville a le sien en gros, pour faire simple. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est le démocratiser. C'était une demande qui est venue de nos clients. Hein. C'est nos clients qui nous ont dit, mais vous n'auriez pas une solution d'application mobile qu'on a développée en interne. Alors, je précise, tout ce qu'on développe, on le fait en interne. Et en 2 mois, toujours au cours de l'été, on a réussi à sortir
une application qu'on a co-développée avec nos utilisateurs. Donc ça, c'était une première pour nous qui a très bien marché et qui chaque semaine sort des nouveaux services. Et là où je pense qu'on a eu une excellente idée, et elle vient de notre président, pour ne pas le nommer, c'est qu'on s'est dit, OK, le hack, ça va pas être de sortir l'application juste pour nos clients ou notre base, on va la sortir dans toutes les 36 000 communes de France. Et dès le jour 0, on a lancé l'application dans 36 000 communes. Donc, où que tu sois, quel que soit le nom de ta commune, sa taille, tu peux trouver mon app citoyen, te rattacher à ta commune et envoyer un signalement à ta mairie. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça... Pardon ? La mairie reçoit un mail, c'est ça, quand tu fais ça? Alors, c'est automatisé, mais en gros, au début, ça passait par nous et nous, on transmettait à la mairie, parce le but, c'était pas de lancer un produit parfait en jour 0, mais de voir si ça pouvait faire monter la mayonnaise. Et ça a très bien fonctionné, puisque le bouche à oreille local a fait qu'on a reçu de plus en plus de signalements qu'on a transmis aux communes. Certaines étaient ravies de recevoir l'information, d'autres avaient pas mal de questions, etc. Mais si tu veux, ça nous a permis de rentrer dans beaucoup de nouvelles communes qui ne nous connaissaient pas et qui étaient ravies d'avoir cet outil mis à leur disposition. Alors après, elles décident de s'abonner ou pas, tu vois, c'est autre chose, mais si tu veux, en termes de génération de leads, ça a été extrêmement efficace. Ça a été de diffuser notre offre partout, sans avoir à poser la question, à demander, si tu veux, puisque finalement, c'est de l'information publique qu'on met à disposition de nos clients cibles. Et je pense que sur les centaines de points de contact qu'on a pu avoir, il y en a une qui m'a dit je comprends, vous auriez dû me demander mon avis. Mais ça s'est arrêté là. Donc ça a été un très bon hack, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, qui nous sert aujourd'hui encore tous les jours. Donc là, l'idée, effectivement, c'est très intéressant. C'est tu crées un produit gratuit, assez simple, que tu peux diffuser à l'ensemble des administrés et puis qui vont permettre de toucher toi, tes cibles. Et ça te permet encore une fois de rebondir, de pouvoir appeler en disant ben voilà que tu t'occupes de cette app et c'est ok, très intelligent. Donc on voit que sur ce marché qui est pas évident, complexe, en étant créatif, tu arrives à adresser tes personas. Mais parce que tu amènes de la valeur à ton persona. Tu lui dis, bah voilà, j'ai reçu cette semaine 10 signalements de la part de personnes qui sont géolocalisées dans votre commune. Je vous les ai transmis. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne ? Est-ce que pour vous, il y a un intérêt à créer, à développer l'engagement citoyen local avec un outil comme celui qu'on propose, et la discussion part de là. Mais tu apportes quelque chose. Tu n'es pas à dire je vends, tac, tac, tac. C'est non, j'arrive avec du contenu qui est généré par vos administrés. Et ça, c'est forcément une information qui a de la valeur pour les personnes que tu cherches à contacter. Ouais, cette idée effectivement de créer de la valeur, du contenu et aussi créer une communauté pour ensuite proposer un service ou un produit. Et c'est vrai qu'on la retrouve maintenant dans plein de secteurs. Et ben, par exemple, tu vois, le podcast qu'on fait, c'est un peu la même idée. Et du coup, je te tends la perche parce que j'ai vu que tu avais aussi créé ton podcast du coup sur les mairies, c'est ça? Ouais, à nouveau, c'était comme je suis arrivé dans un secteur que je connaissais mal, j'ai voulu optimiser ou maximiser mes chances de rencontrer des personnes qui aient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc après avoir écouté beaucoup de podcasts l'année dernière, je me suis dit bon allez Quentin, il faut que tu fasses le tien, et j'ai décidé d'en faire un qui s'appelle La Mairie et qui traite de l'engagement citoyen sous toutes ses formes en France. Et sur le podcast, je vais inviter des élus, des politiques, des start-upers, des entrepreneurs, mais qui tous ont un projet ou une histoire à raconter autour de l'engagement citoyen. Par exemple, là, je devrais en faire prochainement un, si tout se passe bien, avec les sapeurs-pompiers volontaires. Parce que je pense qu'il n'y a pas tellement plus beau au niveau de l'engagement citoyen que les pompiers volontaires. Mais j'ai eu, il n'y a pas très longtemps,
l'ambassadeur d'Estonie en France pour venir témoigner de comment s'organise la démocratie numérique en Estonie. Voilà, donc il y a des élus que je peux contacter grâce à ça, et ça permet à nouveau, surtout de créer du contenu qui va intéresser, je pense, ma cible, à savoir des contenus en rapport avec l'engagement citoyen. Donc, si je peux donner un conseil, si vous ne connaissez pas bien votre domaine, créez du contenu, et ça peut être du podcast, ça peut être de la vidéo, je ne sais pas, mais on le répétera jamais assez, c'est le contenu et la valeur de celui-ci qui pourra attirer les gens vers ce que vous faites. Ouais, maintenant c'est vrai que c'est une très bonne idée. Hein, ça, le podcast, ça te permet à la fois d'aller rencontrer tes prospects, tes partenaires, et aussi de te faire connaître par eux. Alors après, est-ce qu'aujourd'hui les personnes qui travaillent dans les collectivités locales écoutent des podcasts? Ça, j'ai pas la stat, mais j'imagine que petit à petit, ça va se faire. Hein, ça doit être un certain pourcentage. C'est comme dans la population française. Hein, t'as un certain pourcentage de personnes qui écoutent les podcasts. Mais c'est une très bonne idée, je pense, hein, Quentin. Tu nous feras un retour pour nous dire si ça t'a accéléré ton business. Ce que je peux déjà te dire, c'est que c'est une très bonne manière de contacter des gens via LinkedIn, par exemple. Quand tu dis à quelqu'un, voilà, vous êtes responsable de la communication pour telle mairie ou responsable de la participation citoyenne pour telle commune, je fais ce podcast, je vous envoie le lien, abonnez-vous. Qui va dire non, entre guillemets. Enfin, et après, à toi de voir si tu peux créer une relation, mais c'est un très bon icebreaker, comme on dit. Ouais, exactement. Écoute, très bien, Quentin, on arrive à presque 50 minutes de l'épisode. Est-ce que, avant de passer aux questions de la fin, tu voulais ajouter quelque chose sur notre sujet du jour? Très vite, sur des techniques que je n'ai pas testées, mais dont j'ai entendu parler et qui marchent, quand vous voulez travailler avec des communes, c'est de passer par des réseaux. Ça peut être des réseaux d'associations d'élus, évidemment. Essayer de contacter, j'ai commencé là-dessus, j'ai pas eu le temps d'aller au bout de l'idée, des personnes, d'anciennes figures politiques locales, régionales, qui ont peut-être plus le mandat d'élu qu'ils avaient avant, mais qui ont un super réseau et qui peuvent avoir monté une structure qui va vous permettre de contractualiser avec eux en tant qu'apporteur d'affaires. Ça peut être, ça marche. Enfin, je l'ai vu marcher en tout cas. Et dernière petite anecdote, mais je pense que ça marche plus pour les grosses structures qui chercheraient à rentrer sur le secteur public. Je parlais avec un ami qui travaille pour une société, je suis obligé de taire le nom, mais qui en gros avait des commerciaux terrain encartés politiquement. Donc ils avaient, ils travaillaient pas sur des zones géographiques purement géographiques entre guillemets, mais qui travaillaient plus les mairies en fonction de leurs appartenances politiques. Est-ce que ça marche? Je l'ai jamais testé, mais j'ai trouvé ça marrant comme anecdote à raconter. D'accord, donc tu as encore quelques hacks à tester les prochains mois. Ouais, non, on fait pas de politique chez Coba Civic, donc celui-là, je le laisserai aux autres, honnêtement. D'accord, très bien, Quentin. Ben écoute, merci pour ça. Si tu veux, on va passer à mes questions que je pose à tous les invités. Alors, j'essaye d'en trouver des nouvelles là, donc j'en ai une nouvelle pour toi. Est-ce que si tu pouvais, avec une baguette magique, donner un skill ou une compétence à tes commerciaux aujourd'hui, à ton équipe, c'est quoi que tu aimerais améliorer ou mettre en plus dans les compétences de ton équipe? Ça serait très certainement la curiosité et le sens de responsabilité. Ça fait deux. La curiosité parce que c'est essentiel, et je le répète toujours, je me le répète, c'est soyez curieux des gens, soyez curieux des sujets que vous traitez. C'est comme ça que vous allez progresser. Et vous savez jamais ce que vous allez trouver en soulevant la prochaine pierre. Et ensuite, le sens des responsabilités, c'est un peu lié pour moi à la curiosité, c'est quand vous découvrez des choses nouvelles, eh bien, partagez-les avec votre équipe et ayez envie de les mettre en place. Ça suffit pas de dire ça serait bien si on faisait ça. C'est mieux de dire j'ai découvert ça, est-ce que je peux le tester et voilà ce que je compte faire. Ok, écoute, merci Quentin. Est-ce que tu as du contenu
à partager aux auditeurs que tu trouves pertinents, alors soit dans la vente, dans l'entrepreneuriat, voire sur d'autres domaines? Un conseil général que je peux donner à toute personne qui est dans la vente, c'est de lire les lectures de ces personas. Moi, je vais lire le journal des maires, mais c'est très important pour comprendre comment attirer l'attention des personnes que vous visez, de savoir quels sont les contenus qui leur plaisent à eux. Ça, c'est un conseil que je peux donner. Niveau podcast, j'ai dit que j'en ai écouté beaucoup, mais le tien, évidemment. Il y a Dans l'arène aussi que j'écoute régulièrement. Il faut essayer de varier les plaisirs, mais la presse, les Échos, qui est un journal assez neutre, que j'utilise beaucoup. Mon petit plaisir, c'est d'être abonné à The Economist. Hein, c'est un journal anglo-saxon qui n'a rien à voir avec mon métier, mais ça me permet aussi de m'ouvrir l'esprit. Ensuite, un livre qui a déjà été cité, mais que je donne en lecture obligatoire ici, chez Coba Civic. C'est le livre de Tony Hsieh, qui s'appelle L'entreprise du bonheur. On en a déjà parlé, qui raconte comment Tony Hsieh, il est mort il n'y a pas longtemps malheureusement. Il a créé Zappos et il y a une culture du service client assez dingue dans cette boîte-là. Et c'est une lecture que je conseille à tout le monde. Ouais, effectivement, très bon bouquin, en plus traduit en français, donc n'hésitez pas, c'est très, très simple à lire. Merci Quentin. Au niveau des routines ou des outils que tu utilises au quotidien pour être efficace, est-ce que tu as des choses à partager? Les outils, bien entendu, mon téléphone et HubSpot pour le CRM. Beaucoup d'outils comme LinkedIn évidemment et Lemlist pour la prospection quand même. Et la routine, franchement, la meilleure routine du matin, pour moi, elle est très simple, c'est de pouvoir amener mes filles à l'école et ensuite de monter sur mon vélo et traverser Paris pendant une demi-heure en regardant à quel point autour de moi la ville est belle et d'arriver frais comme ça au bureau. Ouais, d'ailleurs, ça nous a. Tu as eu une petite aventure, on a dû décaler notre podcast parce que j'ai cassé mon vélo hier, ouais, effectivement, ça arrive. Ok, merci. Et du coup, on va finir l'épisode avec les 2 dernières questions. Est-ce que tu as une vente dans ta carrière qui t'a marqué, mais surtout qui t'a appris quelque chose? Et enfin, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui? Alors l'invité que je te conseille d'inviter, il s'appelle Patrick Walid. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand j'étais chez Ediar, je m'occupais du business en ligne et international. Patrick, c'est le meilleur vendeur que je connaisse pour tout ce qui concerne le cadeau d'affaires. Il n'y a pas mieux que lui, je trouve, pour vendre quelque chose à un CSE, ce qu'on appelait avant j'ai oublié le nom, pardon. Comité d'entreprise. Le comité d'entreprise, voilà. Ouais. Super sujet, et il est exceptionnel sur ce sujet-là. Je te donnerai ses coordonnées. Ouais, en plus ça c'est un marché, on n'en parle pas beaucoup, mais ça doit être un marché énorme, les cadeaux d'affaires, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire effectivement sur ce secteur. Ouais. Et alors pour ta deuxième question, je vais parler d'une vente qui m'a marqué parce qu'elle a été réussie et franchement, elle est venue de nulle part ou presque. Je vais parler d'une vente qui a marché et pas d'une vente qui a raté, qui m'aurait appris plein de choses, etc. On est des vendeurs et quand même, ce qui nous donne le smile, c'est le bon de commande. Hein. C'était en 2016. En 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu l'Euro de foot en France. Et moi, à l'époque, je m'occupais du business international de la maison Ediar. La maison Ediar, c'est une épicerie fine française avec plein d'histoires. Et à cette époque, notre actionnaire avait gagné les droits d'organiser tout le service de catering pendant l'Euro. Le catering, c'est en gros la restauration. Et on avait négocié à cette occasion la possibilité d'exploiter, de produire un champagne labellisé Euro 2016 à l'occasion de l'événement. Tu me diras, super opportunité pour vendre, sauf que tu peux pas associer en France de l'alcool et du sport. Donc, on avait les droits sur un produit qu'on n'avait pas la possibilité de vendre en France, alors que l'événement avait lieu en France. Donc, pas génial finalement comme deal. Et moi, on me met la pression pour vendre ce produit. Et j'ai pas d'argent à l'époque pour investir dans de la pub ou faire des grands voyages, etc. Donc, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, je vais aller voir mon fournisseur de champagne et pour essayer d'avoir des idées. Et il me dit, bah, écoute Quentin,
il y a un salon du vin qui s'appelle Provine en Allemagne qui a lieu bientôt, viens. Et j'y vais, je regarde les prix des stands, impossible de me payer un stand, c'était beaucoup trop cher. Donc je dis à mon fournisseur, écoute, est-ce que je peux venir sur ton salon, sur ton stand, avec quelques bouteilles pour présenter le produit? Lui, ça lui coûtait pas grand-chose, il pouvait pas vraiment me dire non, puisque on lui achetait quand même pas mal de champagne à cette personne. Et j'y vais, je passe 3 jours au salon, et il se passe rien. Honnêtement, compliqué ce salon, j'ai pas de bon contact, je connais personne, j'ai rien préparé, mais j'ai mes bouteilles, et un jour, il y a un client qui arrive de mon fournisseur, c'est un Américain, et je vous promets, il voit le produit, on en parle 10 minutes à table, sur la table du stand, hein, et il m'en commande 13 000 bouteilles. Ça a duré, il y en a eu pour un quart de million de chiffre d'affaires en 3 jours sur un salon où je connaissais personne, où j'avais rien payé, et les bouteilles sont parties en temps et en heure pour être commercialisées à l'étranger, là où elles avaient le droit de l'être. Donc voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur comment hacker un salon. J'ai quelques bonnes expériences là-dessus, mais cette vente de 13 000 bouteilles de champagne, je m'en souviendrai longtemps. En 10 minutes sur un salon, ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, il suffit d'une vente pour rentabiliser un salon. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc là, l'apprentissage que tu as eu, c'est... L'apprentissage, c'est quand on n'a pas de budget, il faut être inventif. Parfois, vous allez trouver des clients grâce à vos fournisseurs. Les leads, les recommandations que vous allez trouver, c'est pas toujours vos clients existants qui vont vous les donner, c'est aussi des fournisseurs, par exemple. Ils peuvent vous ouvrir des portes sur des marchés parce que ils vous fournissent pas que vous, par exemple. Et là, ils m'ont mis le pied à l'étrier. Sans eux, j'aurais pas eu accès à ce salon. Mais il faut demander. Comme d'habitude, il faut demander. Ouais, et puis ne pas négliger effectivement ce que j'appelle les ventes indirectes avec ses partenaires. Moi, je crois beaucoup à ce levier-là. Et donc, d'ailleurs, j'invite les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intéressés de faire des partenariats comme apporteurs d'affaires, ambassadeurs, etc., avec nos technologies Vive. Vous êtes les bienvenus. Voilà, j'ai fait ma petite promo, Quentin. Écoute, merci Quentin. On a fait 1 heure de podcast, tu vois. On a fait un bon épisode. Comment on peut te joindre si on a des questions à te poser sur la vente sur les marchés publics? Vous pouvez me joindre très simplement sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. Sinon, mon adresse mail, elle est très simple. C'est Q comme Quentin, VIGNON @coba.com. Coba, ça s'écrit K-O-B-A. Donc, c'est qvignon@coba.com. Ok, très bien. Écoute, merci pour ta disponibilité pour cet épisode. Je t'en prie, c'était avec grand plaisir. Ouais, j'invite les auditeurs à écouter ton podcast aussi. Il s'appelle comment déjà, tu nous as dit? Il s'appelle La Mairie. Là, plus loin, très Mairie, bien. Vous le trouvez sur toutes les plateformes de diffusion habituelles. Ok, très bien. Allez écouter ce podcast, notez le mien également, 5 sur 5 si possible. Et écoute Quentin, à très bientôt alors. Je te remercie encore pour cet épisode. Merci beaucoup Alexandre, à bientôt, au revoir à tous. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre@vive.fr. VYFE.